Alors tout d'abord, je souhaiterais remercier la mairie de Nouméa de m'avoir gentiment invité. C'est toujours avec grand plaisir que je parle d'un écosystème qui me tient à cœur, un écosystème que j'étudie depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai étudié les mangroves en Guyane française, ici sur le territoire, en Nouvelle-Zélande et au Vietnam où j'ai passé les 4 dernières années. J'ai étudié à la fois l'impact des activités minières sur la mangrove, l'impact des pharmacocoles, l'évolution des mangroves avec les changements climatiques. Et mon nouveau challenge, c'est d'étudier les mangroves urbaines, parce qu'il faut réussir à étudier les pressions combinées sur cet écosystème. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans le futur, et j'espère que le partenariat avec la mairie de Nouméa est bien lancé. J'espère qu'on pourra développer des choses intéressantes pour le suivi de ces mangroves. Voilà. Et puis merci à tous d'être venus. C'est très agréable de parler devant des gens qui sont intéressés par la mangrove. Alors, je pense que tout le monde est bien au courant, mais je vais faire un très bref rappel sur ce qu'est la mangrove, qui est, comme je l'ai écrit, un écosystème formidable. En fait, c'est un ensemble d'arbres, d'arbustes et d'herbiers à caractère halophyte. La différence avec halophile, c'est que halophile, c'est ceux qui aiment le sel. Les palétuviers, ils n'aiment pas forcément le sel, mais ils arrivent à se développer dans de l'eau salée. Et les palétuviers, les mangroves, sont caractérisés par une très forte productivité. C'est leur capacité à transformer le CO2 en matière organique. C'est la forêt qui a la plus forte productivité. Et la spécificité de ces arbres, c'est qu'ils se développent sur un sol avec une salinité variable, une teneur en oxygène dans le sol qui est aussi variable, et puis un sol instable. Alors au niveau mondial, il existe au maximum une soixantaine d'espèces de palétuviers. Le palétuvier, c'est le terme générique pour les arbres de mangrove. Pourquoi 60 espèces? C'est très peu pour un écosystème, parce que peu d'arbres ont réussi à développer des capacités d'adaptation pour lutter justement contre les teneurs en sel, le manque d'oxygène dans le sol et l'instabilité liée à la houle. Alors ça, on connaît tous, ce sont les arbres qu'on a ici. Donc ça, ce sont des racines échasses. Elles permettent à l'arbre de s'ancrer sur le substrat, mais ce système racinaire est aussi couvert de ce qu'on appelle des lenticelles. Ce sont des petits organes de respiration. Et sur les racines, donc ces lenticelles s'ouvrent à marée basse, prélèvent l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère et le diffusent dans la plante. Parce qu'encore une fois, dans le sol, il y a peu d'oxygène. Donc, un système d'adaptation spécifique. L'autre système d'adaptation qu'on connaît bien ici sur le territoire, donc c'est les deux espèces principales qu'on a sur le territoire, plutôt les deux genres principaux qu'on a sur le territoire. Donc les précédentes, c'était les Rhizophora, ceux-là, ce sont les Avicennia. Ici, on les appelle les petits palétuviers gris. Alors, ce que vous avez ici, là, vous voyez, ici, ce n'est pas un jeune arbre. Là, on a un jeune arbre, mais ici, en fait, c'est une racine. C'est ce qu'on appelle une racine à géotropisme négatif. C'est-à-dire que c'est une racine qui, au lieu de s'enfoncer dans le sol, va vers l'atmosphère. Et pourquoi elle va vers l'atmosphère? C'est pour aller chercher de l'oxygène, pareil. Voilà. Donc deux différents types de systèmes racinaires, mais l'objectif, c'est toujours de s'oxygéner et puis d'être bien ancré, d'avoir des bases solides. Bon, ça, je pense que tout le monde le savait. Alors voici une carte de distribution des mangroves au niveau mondial. C'est une carte de biodiversité. Plus la couleur est rouge, plus le nombre d'espèces de palétuviers elle est importante. Quand c'est vert, il y a moins d'espèces. Alors on a pour habitude de distinguer deux aires différentes, l'ère Indo-Pacifique, celle où nous nous trouvons, et l'ère Atlantique. Alors vous voyez que dans l'ère Indo-Pacifique, on a beaucoup d'espèces, avec un hotspot au niveau de l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Malaisie et le Sud-Vietnam. Voilà. C'est là où les conditions sont le plus propices pour le développement des palétuviers. Donc on peut avoir jusqu'à 50 espèces de palétuviers. Et puis plus on monte ou on descend en latitude, donc si on va vers les pôles, il va faire de plus en plus frais. Et les palétuviers, ils ne vont pas aimer ça. Donc dans notre océan, la limite sud, c'est Auckland à peu près, et la limite nord, c'est Okinawa, au sud du Japon. Parce qu'au-delà de ces limites, la température de l'océan est trop fraîche. Et les palétuviers ne peuvent pas se développer si la température de l'eau est à moins de 18 degrés pendant l'hiver. Voilà. Donc la limite, ici, Auckland, Nouvelle-Zélande, et puis Okinawa au Japon, avec un hotspot ici. Et nous, en Nouvelle-Calédonie, donc on est ici, on a à peu près 25 espèces de palétuviers. Voilà. Ce qui est pas mal pour un petit territoire comme le nôtre, sur seulement 400 km de long. Je vais y revenir par la suite. Alors, la question que se posent souvent les gens, c'est pourquoi il existe des différences entre l'ère Indo-Pacifique et l'ère Atlantique. Pourquoi autant d'espèces en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie, et si peu en Afrique de l'Ouest ou en Amérique du Sud? Alors, l'hypothèse, c'est une vieille hypothèse, mais qui maintenant est confirmée par les gens qui font de la génétique, c'est que les premières mangroves seraient apparues justement au niveau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'était il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Et à l'époque, il existait un océan qui reliait la
on va dire le côté Pacifique pour faire simple, au côté Atlantique. L'Afrique était un peu plus bas, l'Inde était plus bas, et donc ici il y avait un océan. Et les palétuviers ont colonisé de proche en proche, sur le littoraux avec les courants. Sauf qu'ensuite, ça s'est refermé, et toutes les espèces de palétuviers, toutes les espèces d'arbres n'ont pas pu faire ce trajet. Donc il y en a seulement une dizaine qui ont pu se déplacer jusqu'à la zone atlantique. Ensuite, on a une limite ici. La limite, ça va être quelque chose comme Wallis, on peut dire, où là, on va avoir seulement 2 espèces de palétuviers, alors que pourtant, on est sur un climat favorable. C'est aussi lié à ce système de dispersion. Si on a une origine ici, ben là, on n'a pas de continent, on n'a pas de côte. Il n'y a pas de possibilité de colonisation de proche en proche. Donc ce sont des propagules, les jeunes pousses des palétuviers, qui ont migré avec les courants. Mais ils n'ont pas pu traverser tout l'océan Pacifique. Donc c'est pour ça qu'à Tahiti et à Hawaï, il n'y a pas de mangrove, parce qu'on est trop loin de la source. L'océan, il est trop large à traverser pour les palétuviers. On peut en trouver à Hawaï et Tahiti, mais c'est des plants qui ont des pieds qui ont été importés. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas originel. Alors pour ce qui nous concerne, les littoraux de l'outre-mer français sens large, là où on va trouver le plus de mangroves, c'est en Guyane française, où il y en a sur tout le littoral. Grande mangrove, très belle mangrove, avec des arbres qui font plus de 25 mètres, mais une faible biodiversité, parce qu'on est en Amérique du Sud et puis il y a un système sédimentaire qui est spécifique. Et ensuite, c'est la Nouvelle-Calédonie, voilà. Parce qu'on a de belles superficies de mangroves, presque 35 000 hectares en comptant tout, mais à l'opposé de la Guyane, on a une très belle biodiversité. Donc je vous l'ai dit, 25 espèces. Alors derrière l'Australie et les États-Unis, la France est le pays qui possède le plus de mangroves, aussi bien en termes de superficie qu'en termes de biodiversité. Malheureusement, ni le ministère de l'écologie, ni le ministère de la recherche ne se sont appropriés ce sujet. Et donc on n'a pas de structure dédiée à l'étude de la mangrove ou pas de structure dédiée à la protection de cet écosystème, comme on pourrait l'avoir pour d'autres forêts. Alors que nous sommes un pays riche et que nous devrions donner l'exemple. Malheureusement, on a été un petit peu laissé de côté. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est 88% de la côte ouest qui est colonisée par des palétuviers. On trouve presque 60% des mangroves qui sont en province nord. Voilà. 25 espèces de palétuviers avec 2 familles dominantes, celle qui a les grosses racines, qui représentent 55% des superficies des mangroves, et celles qui ont les petits plumatophores qui sortent du sol, représentent 14%. Donc vraiment, pour un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, c'est très intéressant. Et c'est lié au fait qu'il existe sur le territoire une diversité de climat. Il y a une différence entre le nord et le sud, et surtout une différence entre la côte est et la côte ouest. Alors là, vous avez devant vous une carte de la distribution des mangroves sur le territoire. Plus le cercle vert il est gros, et plus ça veut dire qu'on va avoir un nombre d'espèces de palétuviers important. Alors vous voyez que sur la côte est, les cercles ils sont plus larges. Ils sont plus larges parce qu'il pleut plus sur la côte est. Et plus il pleut, et plus c'est favorable à la mangrove. Donc on a plus d'espèces. Par contre, toute la côte ouest, elle est colonisée par des mangroves, mais les palétuviers souffrent de la sécheresse. Donc on a une biodiversité qui est limitée. On a moins d'espèces, et on a des arbres aussi qui sont plus petits, parce qu'encore une fois, ils souffrent de la sécheresse. Mais sur la côte ouest, on a de grands espaces. Donc la mangrove a de la place pour coloniser. Alors que sur la côte est, on a les massifs, un petit peu de plat, et puis ensuite ça plonge. Donc il y a très peu d'espace pour que les mangroves puissent coloniser le littoral. Donc il y a des différences de superficie, de distribution et de biodiversité qui sont liées à la fois à la géomorphologie du trait de côte et au climat, les différentes zones climatiques du territoire. Alors, le cœur de veau, vous le connaissez tous. Je prends cette image parce que c'est typique de la zonation des mangroves sur le territoire. Alors, zonation des mangroves, pourquoi zonation? La mangrove, c'est un écosystème zoné. Ça veut dire que chaque espèce d'arbre a une zone préférentielle de développement qui est fonction principalement de la salinité dans le sol. Il y a des arbres qui peuvent vivre avec une forte salinité dans le sol et d'autres qui n'y arrivent pas. Donc, en front de mer ou en front de crique, on a ici là, les rhizophora, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les racines échasses. Un peu plus haut, en fait, plus on est haut, et plus il va y avoir du sel dans le sol parce qu'il y a des processus d'évaporation. Et plus on est haut, et on va avoir les petits palétuviers gris. Alors ici, sur le territoire, ils font 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, parce que justement, ils souffrent de l'aridité, ils souffrent de la teneur en sel dans le sol. Mais dans d'autres pays, comme au Vietnam où j'étais récemment, cette même famille de palétuviers peut faire jusqu'à 25 mètres. Tout dépend du climat et de la qualité du substrat. Et puis encore plus haut, dans la zone de balancement des marées, on a les zones nues, ce qu'on appelle les zones de tanne. Donc vous voyez, ici on est plus haut,
Donc la marée vient une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, elle dépose son eau et son sel, et puis ça va s'évaporer, l'eau va s'évaporer, et le sel va se concentrer. Donc les arbres de mangrove ne peuvent pas se développer. Donc typiquement, ça c'est une carte par exemple de l'estuaire de l'embouchure de la rivière Lafoire. Donc en vert, c'est la mangrove de Lafoire, en vert ce sont les rhizophora, en orange ce sont les avicennia, en jaune ce sont les zones de tanne, et puis derrière on a des couleurs bleues, violettes, pourpres, etc. Ce sont d'autres types de mangroves qui ont besoin de plus d'apport d'eau douce qui viennent se développer. Donc typiquement, ça c'est ce qu'on va observer sur toutes les mangroves de la côte ouest. Voilà. Alors ça c'était une petite introduction générale, pour qu'on ait tous à peu près les mêmes bases et qu'on connaisse les mangroves de notre territoire. Alors ensuite, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les mangroves urbaines. Donc les mangroves de Nouméa, comme Madame Suvet l'a dit, c'est près de 25% du linéaire côtier sur plus de 40 km. Alors le chiffre de 300 hectares, je pense que c'était il y a quelques temps. J'ai bien peur que maintenant nous soyons plus près de 200 hectares que de 300 hectares. Les superficies des mangroves sur Nouméa et le Grand Nouméa ont drastiquement diminué depuis 30 ans et cela ne cesse de s'accélérer, malheureusement. D'où le fait que je suis très content d'être ici, d'être parmi vous aujourd'hui, et je suis très content que la mairie de Nouméa ait décidé de prendre en charge ce problème et de développer des relations à la fois avec les associations, mais également avec les scientifiques, pour développer des projets de gestion, des programmes de gestion, et que tout le monde puisse se mettre autour de la table pour préserver cet écosystème qui nous est cher à tous et dont nous avons tous besoin. Alors, les mêmes cartes que j'ai vues précédemment, alors c'est un peu petit, mais c'était juste pour vous montrer les différents cas de figure des mangroves sur la ville de Nouméa. Donc les plus belles superficies, les plus grandes superficies, c'est à Tina, Rivière-Salée, à Ouémo et puis à Caméré-Tindu. Voilà. C'est là où il reste des mangroves sur la ville de Nouméa. Des mangroves qui soient conséquentes, hein, pas juste un pied comme on peut avoir. Il reste 2-3 pieds en bas du faubourg, mais avant tout le faubourg, il y avait les mangroves qui remontaient. Donc c'est pas la même chose. Alors comme vous le voyez, c'est du vert qui domine. Et on n'a plus beaucoup les autres couleurs, le orange, le jaune, on n'a pas vraiment de bleu, de pourpre, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a plus ces couleurs et pourquoi on n'a plus que du vert? Alors ça, ce sont des images, je pense qu'ils viennent de la DI3T, ce sont les photos aériennes prises par les Américains en 1945 à la fin de la guerre. C'est Monique Lorfanfan, mon ami de SOS Mangrove, qui les avait et qui me l'a donné. Alors ici, vous voyez, ici c'est Rivière-Salée. Donc vous voyez qu'en 1945, en fait, on avait une mangrove qui avait exactement la même structure que la mangrove de Lafoire. Donc avec une rivière qui traversait et puis les différentes espèces de palétuviers qu'on peut avoir ailleurs, avec une grande superficie. Ici, c'est Magenta Ouémo, et puis ici, on a Tina. Il y avait d'autres mangroves, il y a les mangroves aussi le long de la promenade. Donc on avait vraiment de belles superficies de mangroves sur la ville de Nouméa. Et à l'époque, on avait ces différentes espèces, qui malheureusement ont disparu depuis. Donc en 1976, maintenant, alors elle est où la mangrove? On ne sait plus où elle est, on ne la voit plus. Bon. Déjà, la mangrove de Rivière-Salée, elle a diminué de près de 50% en 30 ans. Alors elle est ici, là, la mangrove de Rivière-Salée. Et vous voyez bien que tout autour, il y a des zones urbaines, enfin vous savez bien comment c'est. Et elle est plus reliée à la mer, à l'océan, uniquement que par ce canal ici. Voilà. Donc 1976, et si on regarde Google Earth maintenant de nos jours, on s'aperçoit que son emprise a encore réduit, que la pression elle est de plus en plus forte. Et donc on s'inquiète pour cette mangrove qui est pourtant une belle mangrove. On va en reparler un peu par la suite. Et alors dans ces mangroves urbaines, malheureusement, comme l'a dit Madame Suvet, la mangrove ça va être le premier filtre. C'est aussi la première zone de dépôt. On y balance tout un tas de choses. Et donc ça, c'est le travail de SOS Mangrove. Ça, c'est en une collecte, une fois. Ils ont récupéré tout ça avec les jeunes. Parce qu'il n'y a pas uniquement les gens qui jettent leurs déchets dans la mangrove, bien entendu. Il y a la marée qui vient, qui se dépose. Et puis tous les déchets, les bouteilles, les plastiques, etc. sont retenus par les racines des palétuviers et ensuite ne sortent plus. Voilà, Monique, pour ceux qui la connaissent, un petit clin d'œil. Alors, il est évident qu'il faut réussir le développement de la ville de Nouméa. La question, ou plutôt notre volonté, c'est de réussir à concilier à la fois le développement des infrastructures, le développement de ce dont les choses ont besoin pour vivre sur la ville de Nouméa,
accueillir des gens qui ont besoin de trouver un travail, donc concilier ce développement avec la préservation de l'écosystème. Et malheureusement, pendant de nombreuses années, cela n'a pas été fait. Alors on ne va pas jeter la pierre, hein. Parfois ce n'est pas fait parce qu'on ne sait pas, tout simplement. On n'a pas la connaissance, on n'a pas le savoir, on pense bien faire et puis finalement on fait mal. On essaie, mais... Alors j'ai pris cet exemple là, vous savez, c'est la voie de dégagement. Donc c'est assez amusant avec les tours qui maintenant ont été détruites, la route. Et puis on voit ici cette petite buse là. Alors cette petite buse, c'est pas fait pour rejeter des saletés dans la mangrove, hein. Cette petite buse, elle a été construite, elle a été installée pour permettre les échanges entre la baie et la mangrove. Parce que là, cette mangrove, elle est côté terre, on va dire. Une mangrove, pour survivre, elle a besoin du va-et-vient des marées. Si on arrête le va-et-vient des marées, la mangrove va se dessécher, ou alors, au contraire, si l'eau ne peut pas ressortir, l'eau va rester et la mangrove va pourrir. Et alors, comme vous vous en doutez, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour savoir qu'une petite buse comme ça ne va pas permettre à l'eau de mer de rentrer et de ressortir très longtemps. Et puis, une fois qu'on a installé une petite buse comme ça, il faut l'entretenir. Parce qu'à chaque fois que la mer passe, elle va apporter un peu de sédiment, et puis quand elle va repartir, elle va emmener les feuilles des palétuviers, et tout ça, ça va rester là-dedans, et puis ça va se boucher, et ensuite la mangrove va dépérir. Donc on a fait ce genre de choses par le passé. Maintenant, on fait mieux. Mais ça explique aussi pourquoi, entre les années 50 et les années 80, 90, 2000, ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, donc typiquement, lorsque l'eau stagne dans la mangrove et qu'elle ne peut plus ressortir, il se passe ça. L'eau reste tout le temps, il n'y a plus d'oxygène dans la colonne d'eau, les petits systèmes racinaires que je vous ai montrés tout à l'heure, ou les lenticelles qu'il y a sur les racines, sont complètement immergés, n'arrivent plus à respirer, et l'arbre meurt. Voilà. Donc on peut avoir ce genre de choses. On va revenir plus tard sur les conséquences que ça peut avoir. Et puis ça, c'est en 2005, quand je suis arrivé sur le territoire. J'ai été très surpris de voir qu'on reblayait les mangroves et qu'on jetait les déchets dans la mangrove comme ceci. Voilà. Je pense que ça n'existe plus, mais c'était pour un spécialiste de la mangrove comme moi, arriver sur un territoire riche comme la Nouvelle-Calédonie, avec le plus beau lagon du monde, et voir le sort qui était réservé aux mangroves, c'était assez choquant. J'ai vu ce genre de choses aussi, des gens qui ont déversé des scories. Bon, peut-être qu'ils en avaient trop. Où est-ce qu'on les met? Bon, on va les mettre dans la mangrove. Les mangroves, ils n'aiment pas trop les scories non plus. Et puis il y a ce genre de choses aussi. Des eaux usées, on ne sait pas trop ce qu'elles contiennent, elles sont rejetées directement dans la mangrove. Alors, je vais y revenir par la suite. La mangrove a une capacité de filtre intéressante. Elle peut filtrer une partie des eaux usées en fonction des composés. Mais si on rejette des eaux usées dans la mangrove, il faut permettre à ces eaux de traverser la mangrove et de ressortir. Si justement ces eaux usées, en arrivant dans la mangrove, ne peuvent pas ressortir, bah, elles vont stagner et puis les palétuviers vont mourir. Les palétuviers, les poissons, etc. Voilà. Bon, mais encore une fois, ce qui se passe ici, sur le territoire et sur Nouméa et le Grand Nouméa, ce n'est pas un cas unique au monde. Sur tous les littoraux tropicaux, il y a une croissance démographique qui est importante, et sur tous les littoraux tropicaux, la mangrove disparaît. Entre 1980 et 2000, au niveau mondial, la mangrove a disparu de près de 40%, ce qui est énorme. D'une part, parce qu'on avait besoin d'espace sur le littoral, donc là, on n'a pas fait attention, on a coupé les mangroves, soit pour développer des infrastructures, soit pour faire des bassins à crevettes, soit parce qu'on a rejeté des polluants dans la mangrove. Voilà, et ensuite, les arbres ont disparu. Il n'y a pas de secret, hein. Tout ça, c'est lié à la croissance démographique et aux besoins d'espace sur le littoral. Et dans beaucoup de pays, la priorité, elle est donnée, on va dire... Les mangroves, c'est les pays tropicaux, c'est les pays émergents. Bien souvent, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et la priorité, c'est de se nourrir. Nous, qui mangeons à notre faim, on peut avoir d'autres priorités. On peut réfléchir à la protection de l'environnement. Mais ces gens qui n'ont pas à manger, eux, ils pensent qu'à manger. L'environnement, ça passe après. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leur environnement. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se tuer. Alors que nous, ici, on le sait. Alors voici l'évolution des populations. Donc la précédente, c'était population mondiale. Ici, j'ai fait le distinguo entre la population rurale et la population urbaine. On est arrivé à un stade au niveau mondial où la population urbaine maintenant dépasse la population rurale.
Et si on regarde, donc ça c'est l'évolution de la population mondiale, je vous l'ai déjà montré. En vert, ce sont les pays en développement, en bleu, ce sont les pays développés. J'ai mis cette diapo parce qu'encore une fois, la mangrove, c'est les pays tropicaux, ce sont les pays en développement, ce sont les pays émergents. Donc c'est là où on a le plus de croissance démographique sur le littoral, là où on a le plus de développement de zones urbaines, qu'on a aussi les superficies de mangroves, d'où leur destruction au niveau mondial. Voilà. Donc l'hypothèse à l'horizon 2030, c'est 75% de la population mondiale va vivre sur le bord de mer. Donc c'est principalement l'Asie du Sud-Est et puis l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et si on compare les pays qui ont les plus fortes superficies de mangroves, ce sont aussi les pays qui ont la plus forte densité de population sur le bord de mer, avec des grandes villes. Là où je suis à Saigon, où j'étais au Vietnam, pardon, Saigon c'est 10 millions d'habitants. Mais partout en Asie, il y a des villes de 10 millions d'habitants avec de la mangrove sur le bord de mer. 10 millions d'habitants, c'est sérieux quand même. Hein. Ici, sur tout le territoire, on est 300 000. Nouméa, c'est la moitié. Alors pourtant, la mangrove, c'est un écosystème aux vertus précieuses pour les zones urbaines. Et maintenant, dans cette seconde partie de l'exposé, je vais essayer de vous expliquer en quoi la mangrove, conserver la mangrove en zone urbaine peut être utile. Alors ici, sur le territoire, on a des fermes aquacoles. On a des fermes aquacoles et l'eau des bassins aquacoles. Donc on met de la nourriture pour les crevettes, il y a les restes de crevettes, etc. dans les bassins. Et ces eaux-là, donc enrichies en carbone, en phosphore et en azote, elles sont rejetées dans la mangrove, pour que la mangrove, elle serve de filtre pour ces eaux, entre guillemets, usées. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on a développé des études et on arrive à quantifier ce genre de choses. Donc oui, la mangrove peut servir de filtre pour les eaux usées et peut filtrer le carbone, l'azote et le phosphore. Donc dans les zones urbaines, on peut aussi avoir besoin de ce système. Mais malheureusement, la capacité de filtre de la mangrove par rapport à ce qu'on peut appeler des nutriments, des composés qui peuvent engendrer une eutrophisation, elle est en fonction du site et du type de palétuvier. Alors j'ai des collègues qui, à Mayotte, on n'entend pas assez souvent parler aux journaux à cause de la densité de population, de l'immigration, etc. Mayotte, ils ont beaucoup de mangroves aussi. Et c'est un département français qui n'est pas très riche. Ils ont essayé de développer des systèmes de filtration, d'épuration des eaux. Et dans un second temps, ils utilisent la mangrove pour traiter ce qui reste, qui n'a pas été traité par les systèmes industriels. Alors ça fonctionne. Sauf qu'il y a beaucoup de pays, encore une fois les pays émergents, qui se disent « Ah, regardez, eux, ils utilisent la mangrove pour filtrer les eaux usées. » Sauf que les eaux qui sont rejetées dans la mangrove sont des eaux qui ont été préfiltrées. Si on utilise la mangrove pour nettoyer des eaux qui n'ont pas été préfiltrées, ça ne va pas fonctionner. La mangrove, elle va s'asphyxier et elle va dépérir. Alors, j'ai été un peu vite, mais je vais revenir en arrière un petit instant, juste pour vous montrer. Ça, c'est une ferme aquacole. Ici, il y a les bassins qui ne sont pas en eau. Voilà. Une photo qui a été prise en 2000 ici, une photo qui a été prise en 2009. Donc, vous voyez, les palétuviers, ils sont relativement petits en 2000. 2000, c'est l'installation de la ferme. Et ensuite, pendant 9 ans, il y a eu des rejets d'eau enrichie en azote, en phosphore et en carbone. Et maintenant, vous voyez la taille des palétuviers ici, des très grands palétuviers. Et puis ici, cette zone, il n'y avait pas de mangrove, et maintenant, il y en a. Voilà. Donc en fait, l'écosystème mangrove, il est limité en azote et en phosphore. Ça veut dire que les plantes, elles n'en ont pas assez d'azote et de phosphore. Donc elles en ont besoin, surtout sur la côte ouest où c'est un environnement stressant. Donc si on leur donne de l'azote et du phosphore, bah, les palétuviers vont le récupérer. Donc l'azote et le phosphore qu'on rejette dans les eaux, les palétuviers l'utilisent pour leur croissance. Donc ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique jusqu'à un certain seuil. Voilà. Alors, là, vous voyez sur le sol, c'est tout un tas d'algues. C'est un tapis algaire qui s'est développé. Là, on a rejeté trop d'azote, trop de phosphore. Et donc, c'est ce qu'on appelle une eutrophisation, un développement d'algues non contrôlé. Parfois, vers Bourail, Deva, on entend parler de ce genre d'algues qui se développent. Ça, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est dans la mangrove, parce qu'on a rejeté trop de nutriments, trop d'eau usée. Alors, bien sûr, toutes ces algues, elles vont consommer l'oxygène qu'il y a sur le sol, et dans le sédiment, il n'y aura plus de vie. Parce que, tout simplement, il n'y a plus d'oxygène pour vivre. Donc, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est que si ces algues continuent à se développer, vous voyez, elles sont en train de grimper sur les pneumatophores, les petits organes de respiration ici. Encore une fois, ça sert aux palétuviers à respirer. Mais si les algues se développent plus, si on leur donne encore à manger, ça va asphyxier l'arbre. Et ensuite, l'arbre va mourir. Donc, à la question, la mangrove peut-elle servir de filtre pour les eaux usées enrichies en nutriments? La réponse est oui.
pour le carbone, l'azote et le phosphore, mais jusqu'à un certain seuil. Et ce seuil, il doit être déterminé préalablement au rejet des effluents. Alors ça, c'est un exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu mes exposés, mais ça, c'est une photo que j'ai prise à Colombo, au Sri Lanka. Donc Colombo, capitale du Sri Lanka, une grande ville, plusieurs millions d'habitants, une très grande mangrove. Il y a une lagune avec une très grande mangrove. Il n'y a pas de système, ou très peu de système de filtration des eaux usées, très peu d'usines de traitement des eaux. Et donc tout part dans la baie. Et ben, si tout part dans la baie, les algues se développent. Voilà. Et donc vous voyez que dans la colonne d'eau, là, dans la rivière, dans la lagune, il n'y a plus que des algues. Le problème de ces algues, c'est qu'elles consomment tout l'oxygène. Tout l'oxygène de la colonne d'eau, et donc il n'y a plus de poissons. Donc pareil, Colombo, c'est une ville, c'est pas très riche. Donc il y a beaucoup de gens qui survivent uniquement grâce à la pêche dans la mangrove. Mais s'il n'y a plus de poissons, ben ces gens ne survivent plus. Donc il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut les avoir bien considérées au préalable avant de se lancer. Alors ça, c'était pour ce qui concerne le carbone, l'azote et le phosphore. Maintenant, par rapport aux métaux lourds. Ici, Nouvelle-Calédonie, producteur mondial de nickel, etc. Les palétuviers sont habitués à une charge conséquente en métaux lourds, ils arrivent à se développer. Et on considère que la mangrove sont des pièges pour les métaux lourds. Alors des pièges parce que tout d'abord, il y a le système racinaire. Quand il y a des érosions sur... Je vais prendre l'exemple des mines pour faire le lien ensuite avec la zone urbaine, pour vous montrer que c'est possible. Quand il y a une forte érosion sur les massifs, notamment pendant la saison des pluies ou la saison des cyclones, les sédiments sont transportés par les rivières, arrivent sur le bord de mer. Lorsque ça traverse la mangrove, les racines qu'on a vues précédemment vont retenir toutes ces particules, tous les sédiments qui descendent du massif, avec leur charge en métaux lourds. Et donc tout ça, ça va se déposer dans la mangrove. Donc la mangrove, ça va être un piège pour les métaux. C'est un piège aussi parce que la litière des palétuviers, les feuilles en décomposition, elles ont certaines propriétés chimiques qui permettent de piéger les métaux. Donc les métaux, ils descendent des massifs, ils arrivent par les rivières, ils sont déposés avec certains minéraux. Ces minéraux vont se dissoudre et ensuite, on va avoir des métaux dans les eaux, mais qui vont aller s'associer avec la litière des palétuviers en décomposition. Tout ça, ça va s'enfouir. Et en fait, dans les sols de mangrove, on peut avoir des stocks de métaux conséquents. On peut avoir plusieurs tonnes de fer et plusieurs tonnes de nickel par hectare de mangrove. Voilà. Donc la mangrove, c'est effectivement un piège efficace pour les métaux. Donc vous voyez, ça, ce sont des études qu'on a fait principalement en province nord, sur le massif du Konyambo. Donc on a des données, on sait comment ça se passe, on sait comment ça fonctionne, on connaît les processus géochimiques, on connaît la capacité des mangroves à piéger et à fixer les métaux lourds. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être appliqué aux zones urbaines, puisque dans nos eaux usées, bien dans les essences, etc., il y a un certain nombre de métaux lourds. Alors, par contre, il y a beaucoup de textes là-dessus. La chose à retenir, c'est que les palétuviers, sur le territoire, on parle parfois de plantes qui sont des hyperaccumulateurs, hyperaccumulatrices. Sur les massifs miniers, il y a des plantes qui vont prélever tout le nickel qu'il y a dans le sol et l'accumuler dans leurs feuilles, jusqu'à 10, 100, 1000 fois les concentrations qu'il y a dans le sol. Donc les palétuviers, ils ne font pas ça. Par contre, on considère que les écosystèmes de mangroves sont des phytostabilisateurs. Ça veut dire qu'ils reçoivent une charge en métaux et qu'ils vont les fixer sur un certain temps, voilà, dans le sol, au niveau du système racinaire. Les racines des palétuviers, ça c'est une capacité d'adaptation aussi des arbres de mangrove, les racines des palétuviers, certaines, arrivent à prélever l'eau et le sel, mais fixent le sel dans les racines. C'est pareil pour les métaux. Les arbres de mangrove arrivent à piéger les métaux au niveau du système racinaire, et comme ça ne se diffuse pas dans la plante. Donc ils ne restent pas toxiques, ils restent figés dans les racines. Donc le fait que les sols de mangrove et les racines de mangrove vont stocker sur une durée plus ou moins longue les métaux, on va considérer que l'écosystème est un phytostabilisateur pour les éléments traces métalliques. Voilà. Donc ça peut être aussi le cas pour les zones urbaines, puisque en zone urbaine, on rejette aussi pas mal de métaux lourds. Alors, là, on va en revenir à une mangrove urbaine. Une mangrove urbaine, on a vu tout à l'heure, si on la coupe de ses apports en eau de mer, elle va mourir, elle va dessécher. Mais dans son sol, là, je vous ai dit, il peut y avoir plusieurs tonnes de métaux lourds. Si le sol s'oxyde, s'oxygène, regardez ce qui se passe. Là, ouais. Vous voyez tout plein de fentes de dessiccation, là. Les fentes, en fait, l'oxygène va rentrer dans le sol. Le sol se dessèche. Eh bien, tous les métaux qui étaient contenus dans le sol,
sous des phases solides, avec des minéraux, avec la litière, des palétuviers ou dans les racines, tous ces métaux vont se retrouver dans les eaux, dans un premier temps, et ensuite les eaux vont être exportées du système. C'est-à-dire que quand on va détruire une mangrove, quand on va la couper, quand on va la sécher, eh bien, tout son stock de métaux, donc c'est plusieurs tonnes par hectare de métaux, vont se retrouver relargués dans les eaux et passer vers les écosystèmes adjacents. Tout d'abord dans les criques et puis ensuite retourner au lagon. Voilà. Et les métaux, eh ben, ils peuvent être ingérés par les organismes vivants, notamment par les poissons. Alors là, j'exagère un peu parce que ceux-là, ils sont morts d'un manque d'oxygène. Ils sont morts d'un manque d'oxygène dans la mangrove parce qu'on avait rejeté des eaux usées parce qu'il y a eu un développement d'algues. Ils ne sont pas morts à cause des métaux, mais c'est le même principe. Si on gère mal l'écosystème mangrove, si on gère mal la qualité de l'eau qui rentre et qui sort, toute la vie associée à l'écosystème, crabe, poisson, va dépérir. Voilà. Alors ensuite, on va parler un peu de changement climatique. Parce que c'est ce qui m'amuse le plus et c'est ce qui va être primordial. La combinaison des pressions anthropiques, développement urbain et changement climatique. Alors vous avez ici, donc là si vous avez les années, 1950-2100, quelque chose comme ça, là c'est les concentrations en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en CO2, donc jusqu'en 1950 et puis hop, donc on a les prévisions. Donc l'augmentation de ces concentrations en CO2 vont engendrer une augmentation des températures, hein, on en parle tout le temps à la télé, plus 1, plus 2, plus 3 degrés, plus 1,5 suivant la COP, plus 3 suivant les experts et sans doute plus 4. Et l'ensemble fait que le niveau des océans va augmenter, ce qui est particulièrement sensible pour les îliens. Alors quel est le rôle des mangroves dans les changements climatiques et quel va être l'impact des changements climatiques sur cet écosystème? Alors encore une fois, le cœur de veau. Bon, on connaît, on a compris, hop, une pente, une distribution de végétation. Voilà. Maintenant, le cœur de veau, il ressemble à ça. Donc la photo de Jan Arthur Bertrand qu'on a vue précédemment, elle date de 1992. Celle-là, elle a été prise 10 ans après, en 2000. Alors vous voyez que le centre du cœur de veau n'est plus nu, il n'y a plus de tanne. S'il n'y a plus de tanne, s'il n'y a plus la zone nue, ça veut dire que les teneurs en sel dans le sol ont diminué. Et pourquoi elles ont diminué ces teneurs en sel? Parce que l'océan monte. Donc la zone, elle est plus souvent immergée, il y a moins d'évaporation. Voilà. Et donc du coup, eh ben, l'environnement, le centre du cœur, les conditions, elles sont favorables pour que les palétuviers se développent et colonisent. Voilà. Donc on sait, et on l'observe, que les palétuviers évoluent vers les terres. Alors il y a deux choses qu'on observe au niveau mondial, parce qu'il ne faut pas réfléchir uniquement calédonien. On observe tout d'abord une migration vers les hautes latitudes, vers les pôles. Donc j'ai des collègues américains qui étudient ce phénomène. Donc si vous avez la carte des États-Unis en tête, avant, la limite des mangroves aux États-Unis, c'était le haut de la Floride. Et puis chaque année, ça gagne quelques mètres, parce que les températures sont de plus en plus favorables aux hautes latitudes. Donc c'est ce qu'on appelle la migration des mangroves vers les hautes latitudes. On observe cela aussi à Auckland. Je vous l'ai dit, pour nous, la zone Indo-Pacifique, la limite c'était Auckland, mais les conditions elles sont de plus en plus favorables. Ça, c'est l'augmentation des températures qui fait qu'on a un développement des mangroves. Et puis ensuite, il y a la hausse du niveau des océans qui fait que les mangroves colonisent vers les terres. Les mangroves doivent reculer. Voilà. Alors ça, c'est la mangrove de Vavuto, là-bas, à l'usine du Nord. Donc vous reconnaissez, c'est d'autres couleurs, mais vous les reconnaissez. En fait, le vert, c'est les Rhizophora, et le vert clair, c'est les Avicennia. Et en rouge, c'est la migration de la mangrove sur 2 années. Donc avant, je vous ai montré une photo, Jan Arthur Bertrand, le cœur de veau, où on a eu une évolution sur 10 ans. Là, en 2 ans. Au départ, je ne sais pas, ça devait être en 2010 ici, la limite de la mangrove, c'était là. Et 2012, la mangrove, elle était là. Donc on est content, la mangrove, elle prend de la place. Elle recule, elle gagne du terrain, elle se développe. Sauf que, pour que la mangrove, elle recule, il faut qu'il y ait de la place. Et il n'y a pas partout de la place. Si on réfléchit à la côte Est, on a les falaises, hop, il n'y a pas la place pour reculer. Mais il y a pire que la côte Est, il y a les grandes villes. Il y a Nouméa, mais il y a toutes les grandes villes d'Asie et toutes les grandes villes d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'on va laisser la place aux mangroves pour reculer? Parce que là, notre pauvre mangrove de rivière salée, elle va aller où avec la hausse du niveau des océans? Elle va aller nulle part. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est entre guillemets, pour moi scientifique, leur sujet de recherche principal. Et réussir à comprendre
comment les mangroves vont évoluer en combinant le développement urbain, l'anthropisation, les activités humaines et les changements climatiques. Voilà. Alors on va reparler un petit peu de changement climatique. Je vais terminer cet exposé en vous disant en vous parlant un petit peu de ce que nous on fait à l'IRD, à l'université. Et pourquoi on dit que la mangrove c'est un atout vis-à-vis des changements climatiques. Alors ici, des graphes scientifiques un petit peu barbares. Alors ici on a 400 000 ans. 400 000 ans, ici c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, 400 000 ans avant nous. Voilà. Vous avez en bleu les concentrations en CO2 dans l'atmosphère. Toujours le CO2, le dioxyde de carbone, celui qu'on rejette avec les voitures ou les centrales thermiques, etc. Et puis en rouge, vous avez la température. Alors ce n'est pas les valeurs absolues de température, c'est des différences. Bon. Ce qui est important de montrer, c'est qu'il y a une corrélation entre les concentrations en CO2 en bleu. Le vert, on ne le regarde pas, il est un peu plus compliqué. Les concentrations en CO2 en bleu et la température. Donc vous voyez, à chaque fois que les concentrations en CO2 augmentent, la température augmente, etc. Il y a des cycles. Voilà. Donc ça, on ne va pas remonter avant 400 000 ans, il y a d'autres explications, mais sur 400 000 ans, cette variabilité, elle est fonction, pour dire les choses simplement, de la distance entre la Terre et le Soleil. Si la Terre, elle est plus proche du Soleil, il va faire plus chaud. S'il fait plus chaud, il y a du CO2 qui est dans les océans, et bien ce CO2 qui est dans les océans, il va passer vers l'atmosphère. Et donc pendant 400 000 ans, c'est le lien entre position de la Terre et le Soleil qui a géré la température sur Terre et les concentrations en CO2. Phénomène tout à fait naturel. Voilà. Sauf que depuis quelque temps, vous voyez, nous on est ici. Les concentrations en CO2, maintenant, on est même arrivé ici. Donc on est bien plus haut que ce qu'on a eu pendant 400 000 ans. Et cette fois-ci, ce n'est pas la température qui contrôle les concentrations en CO2 dans l'atmosphère, ce sont les concentrations en CO2 dans l'atmosphère qui contrôlent la température. Parce qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, et vous avez tous entendu parler de l'effet de serre. Voilà. Donc on augmente l'effet de serre, on augmente la température. Et malheureusement, le cycle naturel des choses, là, on l'a dépassé de loin. Donc souvent, les gens qui sont climato-sceptiques, on en entend aussi beaucoup parler aux États-Unis notamment, les gens qui nient les changements climatiques, disent qu'il y a toujours eu des évolutions de température à la surface de la Terre, et il y a toujours eu des évolutions de concentrations en CO2. Ce qui est vrai. Sauf que ce qui se passe depuis 50 ans, c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé précédemment. Et on a fait en 50 ans ce qui d'habitude met 200 000 ans pour se passer. Donc elle est là, la différence. Les écosystèmes ont du mal à s'adapter. Nous, on a du mal à s'adapter à une telle vitesse. Et surtout que les concentrations, elles explosent tout ce qu'on a connu précédemment. Voilà. Alors, si on regarde les concentrations en CO2 depuis 1960, hop, ça continue de monter. Hein. Ça, c'est la station de référence. C'est à Hawaï. Ils sont en référence mondiale pour les scientifiques du monde entier. Et puis, on sait, avec quelques outils scientifiques, que l'utilisation des combustibles fossiles est responsable à près de 60% de ces augmentations en CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Et puis, le reste, c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation des terres. Le changement d'affectation des terres, c'est quand on rase les forêts pour faire de l'agriculture. Parce que les forêts piègent le CO2. Mais si on rase les forêts, il n'y a plus de piège à CO2. Et puis en plus, dans les sols des forêts, il y avait toute cette litière, tout ce stock de matière organique, les racines en décomposition dont je parlais tout à l'heure. Et bien tout ça, c'est comme le sol de mangrove qui s'assèche. Hop, ça repart vers l'atmosphère. Donc 60% pour l'utilisation des combustibles fossiles, et puis presque 20% pour le changement d'affectation des terres. Alors, un petit point positif. Pourquoi les forêts et les mangroves sont intéressantes ? C'est un petit peu barbare ça aussi, mais on va le simplifier, vous allez vite voir. Ici, vous avez cette courbe-là, c'est l'augmentation des émissions. Ce que nous, les hommes, on envoie comme CO2 dans l'atmosphère. Et ici, cette droite-là, c'est l'augmentation des concentrations. Alors, normalement, on doit réussir à voir que l'augmentation des concentrations, elle est plus faible que l'augmentation des émissions. Et l'augmentation des émissions, on part là, hop, les concentrations, on part là. C'est parce que les écosystèmes naturels, principalement les océans, mais également les forêts, la forêt tropicale primaire, la forêt amazonienne, les forêts en Indonésie, les forêts en PNG, mais également les mangroves, vont piéger ce CO2. Nous, on a développé des serres au Mont d'Or, peut-être que vous en avez entendu parler, et on a simulé les changements climatiques sur la croissance des jeunes palétuviers. Donc on a fait des enceintes fermées dans lesquelles on a mis beaucoup de CO2.
et on s'est aperçu que les jeunes palétuviers poussaient beaucoup plus vite. C'est comme si on leur donnait à manger. Donc le CO2, c'est bénéfique pour la végétation. Ça va permettre de se développer vite, plus vite, de croître plus vite, ils ont plus à manger. Donc la végétation, les océans en premier, mais également la forêt tropicale primaire et les mangroves, vont piéger, vont utiliser une partie du CO2 que nous, on émet vers l'atmosphère. C'est par ce petit processus de la photosynthèse dont on a tous entendu parler quand on était à l'école. Hop, les feuilles des arbres, l'énergie lumineuse, le CO2, dioxyde de carbone, gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, et ben les feuilles, avec l'énergie lumineuse et puis les petites activités chlorophylliennes là, vont transformer tout ça en matière organique. Les feuilles, elles sont construites à partir du CO2 qui est dans l'atmosphère, et puis en échange, ça relargue du CO2. Voilà. C'est ce qui est responsable notamment de la vie sur Terre. Et donc les forêts, hop, elles vont piéger le CO2 par le biais de la photosynthèse, mais les arbres y respirent, hein, c'est comme nous, ils en relarguent un petit peu, et puis dans le sol, il y a aussi des stocks de carbone. Et les stocks de carbone, c'est important. Et les mangroves, c'est l'écosystème au niveau mondial qui va stocker le plus de carbone dans son sol. Alors vous avez ici en vert ce qu'on appelle le stock de carbone dans la biomasse, donc c'est le tronc, les feuilles, etc. Et vous avez ici en gris-marron, hein, suivant comment on voit, vous avez le stock de carbone dans les sols. Donc dans une forêt de mangrove, les stocks de carbone dans les sols vont être 10 à 100 fois supérieurs à ceux d'une forêt classique. Et ça, c'est lié au fait que les sols de mangrove sont gorgés d'eau. La marée vient, l'eau rentre dans le sol, l'oxygène est très rapidement consommé. Et s'il n'y a pas d'oxygène dans le sol, comme dans les sols de mangrove, la litière ne se décompose pas. Et donc la matière organique s'accumule. On considère que les sols de mangrove, certains sols de mangrove, sont à l'origine de certains gisements pétroliers, parce que ça s'est accumulé plusieurs mètres, voire dizaines de mètres de matière organique qui s'accumule. Voilà. Donc l'intérêt de protéger et de préserver nos mangroves, c'est qu'elles ont une très forte capacité de photosynthèse et que les stocks de carbone dans les sols de mangroves sont très importants. Bon, alors après, le cycle du carbone, hein, c'est un petit peu complexe, mais nous, en tant que scientifiques, ce qui nous intéresse, c'est toutes les petites flèches là. On regarde ce qui rentre dans la mangrove, ce qui sort, ce que les marées apportent, ce que les marées exportent, ce qui rentre dans le sol, etc. Parce que si la mangrove est un puits pour le CO2 atmosphérique, on dit, on sait aussi que la mangrove, c'est une zone de nurserie. C'est une zone de nurserie, et puis c'est une zone aussi de nourriture pour les poissons et pour les crabes. Parce que justement, il y a toute cette litière en décomposition. Voilà. S'il n'y avait pas toutes les feuilles qui tombaient sur le sol et qui étaient exportées, les eaux des mangroves seraient moins riches en poissons et en crabes. Alors, ça ne veut pas dire que les poissons mangent les feuilles de palétuvier. Mais lorsque les feuilles de palétuvier se décomposent, ça peut se faire par des organismes Swiffer, ça peut se faire aussi par les bactéries, ça relargue des nutriments. Des nutriments qui vont être utilisés par des algues qui vont se développer, et ça va être le début de la chaîne alimentaire. En fait, c'est la décomposition de la litière des mangroves qui est à la source de toute cette chaîne alimentaire. Mais encore une fois, les poissons, ils ne mangent pas les feuilles directement des palétuviers. Mais s'il n'y avait pas les feuilles de palétuvier, il n'y aurait pas toute cette chaîne alimentaire. Voilà. Alors nous, dans ce cadre-là, ce que nous essayons de faire avec l'IRD et l'Université de la Nouvelle-Calédonie, c'est de développer un observatoire international des mangroves en lien avec les changements climatiques. Donc là, c'est un séminaire que j'ai organisé pour former de jeunes chercheurs asiatiques. Donc il y avait beaucoup de Vietnamiens, mais il y avait également des Thaïlandais, des Indonésiens. Voilà. Notre idée, c'est de comprendre l'évolution des mangroves avec les changements climatiques, de former des jeunes chercheurs de ces pays émergents, parce qu'ils ont besoin de savoir. Encore une fois, on en revient toujours à la question initiale. Les erreurs, on les fait souvent parce qu'on ne sait pas. Donc ce que je voudrais, c'est réussir à former des jeunes, et des jeunes du monde entier. L'idée, ce serait de faire de la Nouvelle-Calédonie un laboratoire et un centre de formation international, où des étudiants asiatiques, africains, des jeunes des pays émergents, puissent venir se former ici et ensuite repartir dans leur pays. Pourquoi le faire ici ? Parce qu'ici, on a des mâles mangroves, parce qu'ici, on a des moyens, parce qu'ici, on a du savoir et des connaissances. Donc on se doit d'être exemplaire et on se doit de partager. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Pour l'instant, l'observatoire il existe en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie et au Vietnam. En Nouvelle-Calédonie, donc on a instrumenté le cœur de veau. On a également développé les cerfs au Mont d'Or. Malheureusement, par faute de moyens, en ce moment, les cerfs ne sont pas utilisés pour faire de la recherche. Et on a également un site à Ouvéa. Parce que la mangrove au nord d'Ouvéa, c'est une des plus préservées qui soit. Très belle biodiversité, très peu de pression anthropique. Les gens
prennent vraiment soin de leur écosystème. Et donc, c'est ce qu'on appelle une référence par rapport à d'autres mangroves très impactés, comme à Nouméa ou comme au Vietnam. Voilà. Donc, typiquement, quand je dis des instruments dans la mangrove, ça peut être ce genre de structure. Là, ici, c'est dans le cœur de Vaud. Ici, c'est au Vietnam. Au Vietnam, on a des arbres qui font 20 mètres, donc on n'a pas les mêmes structures de support pour les instruments. Ça, c'est un appareil qui mesure en continu les échanges de dioxyde de carbone entre la forêt et l'atmosphère. Donc ça permet de dire, au bout d'une année, cette mangrove a stocké tant de tonnes de CO2 sur l'année. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais qu'on réussisse à faire aussi pour les mangroves urbaines, pour les mettre en avant, installer ce genre d'équipement, et pour dire, OK, nous, à Nouméa, on émet beaucoup de CO2, mais on préserve des écosystèmes, et ces écosystèmes piègent une partie de ce CO2. Voilà. Donc ça, ce sont les serres qu'on a utilisées sur la commune du Mont-d'Or pendant près de 3 ans. Le projet est terminé pour l'instant, et j'espère retrouver des financements pour les faire fonctionner à nouveau. Donc des jeunes palétuviers ici, et derrière, là, vous voyez, ce sont ces enceintes fermées dont je vous parlais tout à l'heure, où on a injecté du CO2. Donc là, l'enceinte fermée, hop, du CO2, on envoie le CO2, et puis on a nos petits palétuviers là. Et ça, c'est un système qui simule la marée. Donc c'est ce qui nous a permis de montrer que plus on envoie de CO2 dans l'atmosphère, et plus les palétuviers vont piéger ce CO2, et c'est favorable à leur croissance. Et on n'a pas, avec les mesures qu'on a fait, on n'a pas atteint de seuil pour l'instant. Alors j'ai presque terminé. Je voulais vous parler vite fait des mangroves du Vietnam pour qu'on voit les choses à une autre échelle. Donc le Vietnam, ici, en Asie du Sud-Est, voilà. La ville de Saigon, donc vous ne voyez pas très bien. Saigon, ça s'appelle Ho Chi Minh Ville maintenant, voilà. Une ville de plus de 10 millions d'habitants. Et ici, vous avez Cang Yo. Alors Cang Yo, c'est une grande mangrove. C'est une mangrove sur un seul site qui combine toutes les mangroves du territoire. Donc vous combinez toute la côte Est, toute la côte Ouest, toutes les îles sur un site, et vous avez la mangrove de Cang Yo. C'est une mangrove qui est gigantesque. Et donc, elle se trouve coincée entre la ville de Saigon, 10 millions d'habitants, et puis l'océan. Avant Saigon, c'était un marais. C'est un marais qui a été asséché par les Français pendant la période de l'Indochine. Mais quand j'y suis arrivé, donc maintenant il y a 5 ou 6 ans, il restait encore des mangroves au milieu de la ville. Maintenant, il n'y en a plus. Tout a été détruit, tout a été urbanisé. Il n'y a plus du tout de mangroves au sein de la ville de Saigon. Mais ils considèrent que cette zone-ci, c'est le poumon et les reins de la ville. Puisque toutes les eaux usées, ça c'est la rivière qui traverse la ville de Saigon, ça arrive dans la mangrove, et donc la mangrove sert de filtre. Alors à la base, tout ça c'était de la mangrove. Maintenant de la mangrove, il ne reste plus que ça. Alors ça a été détruit, on va dire, pour faire de l'aquaculture. On a rasé les palétuviers, et on a fait des bassins pour faire des crevettes. Les gens font du sel aussi. Voilà. Ensuite, le bas, là, il a été détruit pour faire une petite ville, genre de station balnéaire, puisqu'on est en front de mer. Voilà. Le statut de cette mangrove, c'est préservé. C'est une réserve UNESCO. Sauf que, à chaque fois qu'il y a une sollicitation pour faire un développement urbain, un développement d'infrastructures, bien souvent, les autorisations sont données, malgré le fait qu'il y ait des classements et des systèmes de préservation. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette mangrove. Il y a des centaines, il y a des milliers de gens qui vivent dans cette mangrove sur leur bateau. Et ils n'ont que ça, que la mangrove pour survivre. Alors, autre petit détail sur cette mangrove, c'est que cette mangrove, qui est aussi grande que toutes les mangroves du territoire, c'est une mangrove replantée. Donc on peut replanter. La restauration de la mangrove, ça existe. Souvent, on l'évoque. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça fonctionne. Alors, pourquoi c'est une mangrove replantée ? Eh bien, pour les gens qui aiment les armes chimiques, les armes de destruction massive, nos collègues américains ont déversé des millions de litres d'armes chimiques sur les mangroves parce que les soldats vietnamiens s'y cachaient. Et donc le résultat, en 1975, ça a été la destruction totale de toutes les mangroves du Vietnam. Voilà. Et quand je dis total, c'est total. Alors les gens n'avaient plus rien à manger, bien sûr, puisque la mangrove sert pour la pêche. Donc il y a eu un programme de replantation. Donc c'est un régime communiste, hein, donc vous n'aviez pas le choix, il fallait les replanter. Mais il y a eu des dizaines de milliers d'hectares qui ont été replantés parce qu'il n'y a pas eu de développement d'infrastructures à la place de la mangrove. La mangrove, elle était détruite, mais le sol était toujours là, les conditions n'avaient pas changé. Il restait des zones dans le sud du delta du Mékong, donc encore plus au sud du Vietnam, où il restait des palétuviers.
Et donc les Vietnamiens sont allés chercher les fruits, les cigares qu'on connaît ici, et puis pendant des années et des années, ils ont replanté la mangrove. Et maintenant, on peut considérer que ça a été une réussite, puisqu'on a 35 000 hectares de mangroves, on a des arbres qui font 25 voire 30 mètres, et on a la vie qui est revenue. Il y a des espèces qui n'ont pas été replantées qui sont revenues aussi, parce qu'il restait des jeunes arbres, des arbres éparpillés un peu partout, qui sont revenus. Donc il y a des singes, il y a des poissons, il y a des crabes, il y a beaucoup de vie dans cette mangrove. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, des bateaux comme ça, là, en fait, il y a une famille qui vit sur le bateau. Le papa, la maman et les enfants. Et tous les jours, ils vont à la pêche. Et il y a un colporteur qui passe, c'est un autre bateau, qui récupère le produit de la pêche et qui va l'emmener au marché en ville. Mais des gens qui vivent dans la mangrove uniquement grâce au revenu de la pêche, il y en a des centaines, voire des milliers. Il y a aussi des gens qui font du tourisme. Voilà. Ils vont vous faire une petite balade dans la mangrove. Donc on peut considérer que c'est pas réellement une mangrove urbaine, mais on n'en est pas loin. Parce que c'est un district, c'est comme un quartier. C'est comme un quartier de Nouméa, c'est un quartier de Saigon, la mangrove. Alors pour terminer, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de traduire ces diapos. En ce qui concerne la restauration, juste 2-3 consignes, parce que bien souvent ici sur le territoire, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais encore une fois, c'est quand on ne sait pas. On a dit, ok, on détruit quelques pieds de palétuvier, il faut replanter autant de pieds de palétuvier. Sauf que ce n'est pas si simple que ça de replanter des palétuviers. La priorité, alors, là sur ces diapos, je voulais juste dire qu'il existe des gens en Asie, mais également des Américains, qui ont développé des protocoles qui savent faire, qui expliquent comment faire pour replanter. La priorité, c'est de restaurer ce qu'on appelle l'hydrologie. Il faut s'assurer, une fois que la mangrove a été détruite, que la marée revient tout le temps. Parce que si la mangrove elle a été détruite, mais par exemple si les palétuviers sont morts, comme l'exemple de la route où la buse elle était trop petite pour les échanges, les palétuviers là ils meurent. Si on replante, mais qu'on ne permet pas à l'eau de rentrer à nouveau, ça ne sert à rien. Donc on aura dépensé de l'argent en bureau d'études pour aller replanter, etc. Et puis au final, 2 ans après, les palétuviers vont remourir. La priorité, c'est de restaurer l'hydrologie. Il faut que l'eau puisse rentrer et ressortir de l'écosystème. Et comme vous l'avez vu sur l'image du cœur de veau, la mangrove, c'est un écosystème zoné. Chaque espèce a une zone préférentielle de développement. Donc il faut développer le palétuvier à l'endroit où il peut survivre. Si on le développe, si on le plante à un endroit où c'est une autre espèce, ça ne va pas marcher non plus. Et il faut s'assurer que le niveau du sol est le bon. Parce que bien souvent, lorsque les palétuviers meurent, le système gracinaire se décompose. Et donc il n'y a plus rien pour retenir le sol. Et quand l'eau vient, ça peut être par les pluies, etc., l'eau va emporter du sédiment. On va observer une érosion. Et du coup, le niveau du sol va être plus bas. Et quand on va permettre à l'eau de revenir, l'eau, la tranche d'eau, elle va être trop élevée, trop importante. Si on plante le palétuvier, le cigare, là, le propagule, il va être quasiment tout le temps sous l'eau. S'il est quasiment tout le temps sous l'eau, il n'arrivera pas à développer ses feuilles. Donc la priorité, c'est restaurer l'hydrologie, faire que l'eau rentre et sorte et s'assurer de l'élévation du niveau du sol. S'il y a eu de l'érosion, ça ne marchera pas. Au contraire, si on est en aval d'un site minier, qu'on a eu une sursédimentation, il y a un gros paquet de sédiments qui est venu se déposer, la mangrove elle a été asphyxiée, elle a dépéri. Là, ça ne sert à rien, pareil, d'aller replanter la mangrove ici, parce que le niveau du sol il est plus élevé. Donc l'eau va venir moins souvent, le sol va être trop sec. Donc on peut replanter à condition qu'au préalable, on ait fait des petits canaux d'irrigation un peu partout pour que l'eau puisse passer dans cette pente. Voilà. Et alors quand on suit toutes ces consignes, eh ben, ça ce sont des collègues donc, allemands qui ont fait ça en Asie du Sud-Est. Vous voyez que le sol y ressemblait à ça, et puis 20 mois après, ça me paraît un peu court, mais quelque chose comme ça, 2 ans après, on est là. On replante. D'abord, on restaure l'hydrologie, on s'assure du niveau du sol. Une fois qu'on s'est assuré du niveau du sol et qu'on a restauré le va-et-vient de la marée, on replante, et 20 mois après, on a ça. Voilà. Mais encore faut-il le savoir. On peut avoir de bonnes intentions en prenant le propagule et en allant le replanter. Mais si ça se trouve, la qualité du sol, elle n'est pas bonne, le niveau d'eau n'est pas bon, la marée ne vient pas assez ou vient trop souvent. On veut bien faire, mais ça ne marche pas forcément. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cet exposé. J'ai peut-être été un petit peu long. Je vous remercie de m'avoir écouté tout ce temps-là. Donc je vous remercie tous. Et puis encore une fois, ce que je fais, si j'essaie d'acquérir des données scientifiques poussées, parce qu'on fait des choses qui sont vraiment très techniques, très poussées, avec du matériel qui coûte cher. La science, ça prend du temps. Le temps de la science, c'est pas du tout le temps des médias. Hein. C'est des années, c'est de la formation. Donc, mais on fait ça, on le fait dans le but de préserver un écosystème. Et préserver un écosystème, préserver la mangrove,
c'est aussi pour ces gens-là. Donc ces gens-là, ce sont les Sri Lankais dans la mangrove à Colombo. Ces gens-là n'ont pas grand-chose. Ces gens-là n'ont que la mangrove. Donc ce sont des gens comme nous, des gens qui avons les moyens, le savoir, la connaissance des anciens, qui avons un environnement privilégié, qui devons servir d'exemple. Ça ne sert à rien, à mon humble avis, de dire « Ah, ils ne font pas bien les choses, ah, ils préservent mal leur environnement, ah, ils détruisent tout, les Asiatiques, ah, les Africains, ils ne respectent rien. » Oui, mais s'ils ne savent pas. Et si leur besoin principal, c'est de manger et qu'ils n'ont pas à manger. Voilà. Alors que nous, on sait. Nous, on a les moyens. Donc nous, on doit être exemplaires. Donc si on fait des choses, si on fait de la science, si on diffuse de la science, si on diffuse du savoir, c'est pour ces gens. Et puis c'est aussi pour nous. Voilà. Je vous remercie. Donc si vous avez quelques questions, je serai ravi d'y répondre. J'ai une question. Oui, monsieur. Vous parliez de sécheresse sur la côte ouest par rapport à la côte est pour les palétuviers dans la mangrove. Alors quelle est cette sécheresse puisque ça pousse dans l'eau? Est-ce que c'est par rapport à la pluie qui tombe plus sur la côte est que la côte ouest? Est-ce qu'il y a besoin d'eau douce, quoi, en fait? Oui, la mangrove a besoin d'eau douce, en fait, pour tamponner la salinité, pour limiter la salinité. Parce que, encore une fois, l'eau de mer, donc, la salinité de l'eau de mer, elle est 35, on va dire. On prend un chiffre comme ça, 35. Lorsqu'on évapore cette eau de mer, ça peut monter 40, 45, 50, 60, 70, 75. Les palétuviers, ils arrivent à se développer jusqu'à 75 de salinité. Mais si on a plus, ils ne se développent plus. Mais quand il y a des pluies, les pluies vont aller à l'inverse de l'évaporation. L'évaporation augmente la salinité. Les pluies la réduisent. Voilà. Donc sur la côte est, on a les pluies, ça réduit la salinité. Sur la côte ouest, on ne les a pas trop. Donc l'évaporation. Oui, au Fidji, près de Nandi, je crois, on a vu des nurseries de pâture, je ne sais pas comment dire, un projet de replantation. Vous participez à ça? Malheureusement, non. Non. Fidji, pas encore. Tellement de choses à faire ici, mais Fidji, il y a aussi beaucoup de mangroves. Oui, il y en a beaucoup. On peut s'inspirer de ce qu'ils font s'ils ont de la réussite. Oui. C'était simplement une petite question. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait 25 espèces, je crois, sur le territoire, a priori. Est-ce qu'il y a il faut privilégier certaines espèces pour garantir toujours la stabilité de l'écosystème, ou est-ce que le simple fait de replanter des mangroves garantit de manière générale l'équilibre justement entre les sédiments avec la houle, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à porter sur les espèces à replanter, l'importance des espèces en elles-mêmes? Ou est-ce que c'est simplement l'écosystème mangrove qui est important? En fait, chaque strate de mangrove, chaque zone de mangrove, chaque espèce de palétuvier a un rôle spécifique. Donc non, malheureusement, il ne faut pas privilégier. Mais ce qu'il faut, c'est replanter l'espèce là où elle peut survivre et là où elle a l'habitude de se développer. Voilà. Mais toutes ont un rôle spécifique. Ça peut être la filtration, la fixation, la production de litière. Parce que les feuilles de palétuvier n'ont pas non plus la même qualité. Il y en a qui sont difficilement... les crabes ou les turritelles mangent les feuilles de palétuvier, certaines feuilles de palétuvier. Il y en a qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas. Voilà. Parce que le contenu chimique n'est pas le même. Donc, encore une fois, chaque zone a un rôle spécifique et on n'est pas forcément au courant. Enfin, je ne connais pas tous les rôles et toutes les fonctions assurées par chaque strate de la mangrove. Donc c'est mieux de respecter la zonation et les strates pour avoir un écosystème qui soit le plus naturel possible. Je continue. Du coup, pour aller au bout de la réflexion, à la limite, il faut systématiquement, qu'il y a beaucoup quand même d'associations qui sont en charge et qui font le travail, qui essayent du moins de replanter un petit peu ces écosystèmes, de les remettre en place. Il faut qu'ils plantent d'eux-mêmes les différents types de mangroves ou les différentes espèces en fonction des différents niveaux d'élévation, etc., et différents milieux. Ou est-ce qu'à partir du moment où on commence à revégétaliser une zone, donc on va planter une première espèce, les autres vont pouvoir se redévelopper? Ou est-ce que c'est vraiment des choses différentes? Ça va mettre trop de temps, ou je sais pas. Non, c'est pas parce qu'on va planter une espèce que les autres vont revenir. Ce que je dis généralement, c'est qu'il faut aller discuter avec les anciens parce qu'ils savent quelle espèce était où avant que la mangrove disparaisse. Alors ça, c'est valable, encore une fois, à condition qu'il n'y ait pas eu de développement d'infrastructures, qu'on n'ait pas construit une route, un pont, etc. Parce qu'à partir du moment où on a fait des constructions, on a modifié le sol, l'hydrologie, la façon dont les marées vont et viennent, il faut faire des études pour savoir comment restaurer le fonctionnement naturel. Mais sinon, si la mangrove a été, je ne sais pas, quelqu'un de mal intentionné a été coupé des arbres ou je ne sais pas,
on peut naturellement replanter la même espèce sans souci. Voilà. Merci. Oui, monsieur. Est-ce qu'on pourrait penser que la mangrove pourrait un jour être une station d'épuration naturelle? Oui, la mangrove est une station d'épuration naturelle. Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que c'était, on va dire, site spécifique. Donc c'est fonction du type de forêt, du type d'arbre et de la qualité du rejet, et qu'il y a un seuil. Voilà. Et que ce seuil, il faut le déterminer au préalable, qu'il faut faire des études avant. Parce que si on rejette les eaux usées sans pré-traitement en quantité trop importante, on va avoir ce développement d'algues qui va d'abord asphyxier le sol, ensuite asphyxier le système racinaire, et la mangrove va dépérir. Voilà. Donc la mangrove va filtrer, mais en quantité limitée. Voilà. Merci. Je crois savoir que tu as pas mal travaillé sur la mangrove de la Foix. Et à la fois, il y a une expérience qui est en cours, me semble-t-il, qui est une épuration par lagunage. Et est-ce qu'on a essayé de voir quel était l'impact de ce lagunage et si c'est bien un complément, plutôt un préalable à une épuration correcte des effluents? Alors, on ne l'a pas réellement étudié. Ce que je peux dire, c'est que ce qui arrive dans la mangrove, c'est légèrement enrichi. Et ce qui ressort, ça ne l'est plus. Voilà. La difficulté, c'est que il faut qu'il y ait une volonté à la fois des collectivités et des industriels qui font ces pratiques pour pouvoir avoir les données et ensuite comprendre les choses. Et on ne l'a pas encore eu. Voilà. Voilà. À l'époque, c'était il y a quelques années. Maintenant, peut-être que ça pourrait évoluer. Petite question sur la reproduction de la mangrove à l'état naturel. Vous parliez des cigares là, qui peuvent se déplacer en fonction des marées et des courants. Est-ce qu'il y a d'autres types de reproduction, on va dire, au travers des racines et comment ça se passe? Alors, ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est que les palétuviers sont vivipares, comme nous. Ça veut dire que le jeune plant se développe quand il est encore rattaché à sa mère. Parce que, tout simplement, les conditions sont trop difficiles. Il tombe dans l'eau, manque d'oxygène, courant, etc. Donc il faut que ce soit un petit arbre qui tombe, et pas directement un fruit. Donc il y a les cigares, mais il y a aussi des petites noisettes pour les palétuviers gris. Voilà. Et ça, c'est fonction, encore une fois, de la sédimentation, de l'hydrologie, etc. Le choix va se faire naturellement, parce qu'il y en a qui peuvent se fixer là où il y a de la houle. En une nuit, il y a un petit système racinaire qui peut sortir du propagule pour lui permettre de se fixer à marée basse. En une nuit, sur 6 heures, hop, le système racinaire sort, il se fixe, la marée revient, mais il est déjà attaché au sol. Et d'autres espèces n'ont pas ce système-là. Il faut qu'il soit enfoui sous quelques millimètres de sédiments pour pouvoir rester sur le site. Voilà. C'est fonction de l'espèce. Mais à partir du moment où il tombe, c'est pas un fruit, voilà. C'est un jeune arbre, presque. Petite question complémentaire. Vous disiez donc rattaché à sa mère, donc il y a des pères et des mères. Question stupide, mais... Oui, il y a des pères et des mères. Non, c'est une blague. C'est une façon de parler. Alors, température et CO2 sont bénéfiques pour la mangrove. C'est une évidence, parce que les mangroves sont limitées par la température, ce que j'ai dit, aux hautes latitudes. Donc s'il fait plus chaud, les mangroves se développent plus. S'il y a plus de CO2, elles ont plus à manger, la croissance est plus importante, elles stockent. Le principal problème, c'est la hausse du niveau des océans. Si les mangroves peuvent reculer, il n'y a pas de problème. Si les mangroves ne peuvent pas reculer, elles dépérissent. Voilà. Et là, on développe un projet de recherche. C'est quelque chose qui a été développé par les Américains en Louisiane. Ils installent des systèmes dans les mangroves qui mesurent les variations d'élévation du niveau du sol. Parce qu'à chaque marée, il y a des sédiments qui se déposent, il y a le système racinaire qui se développe, là, il y a la litière qui s'accumule. Donc le sol des mangroves, il monte. Et donc ils ont développé un système qui permet de comparer cette hausse du niveau du sol avec la hausse du niveau des océans. Si le sol monte aussi vite que la hausse du niveau des océans, les mangroves restent sur place. Si le niveau des océans monte plus vite que le niveau du sol, l'océan rentre dans la mangrove et les mangroves vont devoir reculer. Mais
Il faut qu'elles aient de la place en arrière pour pouvoir reculer. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on étudie la mangrove à Ouvéa. C'est un site de référence parce que c'est une île basse, c'est une mangrove qui se développe sur un atoll. Et donc il n'y a pas d'apport de sédiments depuis la montagne. Et donc l'augmentation du niveau du sol à Ouvéa est très très faible. Tout ce qui vient se déposer en mangrove, ça vient uniquement du lagon. Donc c'est très très faible, ça va très doucement. Alors que le niveau de l'océan monte. Bon, en plus il y a la subsidence de l'île, enfin c'est pas aussi simple que ça, mais voilà. La principale menace, c'est la hausse du niveau des océans. Mais, parce qu'il y a des hommes derrière. S'il n'y avait pas d'hommes derrière, enfin bon, il faut qu'on ait un peu de place quand même. Voilà, Oui. c'est bon, merci. Je voulais poser une question, c'est par rapport au niveau de la commune de Nouméa, au niveau de la mangrove, où il y a des gens qui, comme vous avez dit tout à l'heure, par rapport au squat. Ici, à Coca-Cola, il y a le chenal. Et là, il y a de la mangrove qui pousse bien, il y a des gens qui habitent sur moi. Mais je demande à vous, à l'Amérique, est-ce que dans des endroits comme ça, est-ce que c'est possible que, au niveau de la population à l'intérieur, de nettoyer le chenal pour que au niveau de la mangrove, qu'elle pousse bien, parce qu'elle pousse bien là-bas, tout, on a été regardé, mais c'est à l'intérieur, c'est que on n'a pas de matériel pour nettoyer parce que c'est trop, il y a trop de déchets, hein, voilà. Et c'est surtout dans des endroits comme ça, à l'intérieur, dans l'agglomération, c'est que pour trouver une solution à la mangrove. Parce que Anducos même a attendu, dans la zone industrielle d'Anducos, on avait fait déjà un travail en 2015 au niveau de la mangrove, au niveau de notre association. Et on a transplanté des paltuviers du côté là où il y a l'espace, mais un peu en haut, où nous on habitait. Voilà. Et après, pour revenir au niveau du chenal, où ça se trouve les gens qui habitent, et puis il y a la mangrove à côté, au milieu, c'est que cet endroit, c'est un endroit voilà, il y a trop de déchets en fait. Et ces déchets-là, voilà, nous on n'a pas de moyens pour nettoyer en fait, pour enlever les déchets. Et c'est surtout pour sauver la vie de la mangrove. Voilà, je demande à la mairie, je veux profiter voilà, par rapport à ça, parce qu'on avait discuté déjà, je suis partenaire avec la SLN, et par rapport à la mangrove au niveau de l'environnement, et on a expliqué la situation à la SLN. La SLN s'est dit c'est la province, et puis la mairie, bon voilà, je profite en tout cas comme je suis là, et ben voilà, c'est des petits... C'est à l'intérieur de l'agglomération, c'est des petites surfaces comme ça. Et par rapport à la mangrove, si on trouve une solution, elle peut grandir aussi partout. Voilà. Merci. Alors, je ne vais pas répondre à la place de la mairie, ni de la province. C'est d'ailleurs, vous mettez le doigt sur une difficulté, bon, certains sont là, donc ils vont comprendre. Là, les mangroves, elles sont sur la commune de Nouméa. Mais la mangrove, c'est un écosystème qui dépend de la province. Donc, comme vous l'avez dit, la mairie et la province. Alors j'ai l'impression, en plus certains sont là, j'ai l'impression que les choses elles évoluent favorablement. J'ai l'impression que les gens s'entendent. J'ai l'impression que les gens ont envie de faire évoluer les choses. Et je pense que ces problématiques de déchets accumulés dans la mangrove et ces problématiques de dragage de chenaux qui permettent à l'eau de rentrer et de sortir sont bien entendues par les collectivités et par les instances. Donc j'espère que la collecte de déchets elle se fera plus uniquement par les associations. Et j'espère que le dragage de ces chenaux va se faire et que les choses seront faites en bon entendement entre la mairie et les provinces. Mais je suis très content que vous l'ayez souligné parce que ça montre qu'il y a un réel besoin pour le faire. Et vous avez raison, les mangroves urbaines, il y en a qui sont très belles avec de très beaux arbres, parmi les plus grands du territoire. Et c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur les effluents enrichis en azote et en phosphore, comme en aval des fermes à crevettes. Les palétuviers, ils sont grands parce qu'ils ont beaucoup à manger. Mais il faut juste que ça ne dépasse pas le seuil et il faut que l'eau puisse rentrer et puisse sortir. Voilà. Okay. Merci. Je pense que ça va aller. Je pense qu'ils vont le faire. Peut-être une petite réponse de la part. Juste pour apporter un complément, je parle sous le contrôle de M. Jouziac qui est ici présent. Mais je suis chargée pour la mairie d'organiser le calendrier événementiel, notamment lié à l'environnement, et en particulier ce qu'on appelle les sorties nature et les chantiers citoyens, en lien avec les associations et les acteurs du secteur. Donc,
Au contraire, la demande que vous faites, on peut l'enregistrer, la noter, et voir comment ensemble on peut bâtir une sortie ou une action pour, non pas seulement avec les associations, mais avec l'institution, en partenariat avec l'institution, organiser quelque chose qui pourrait être une collecte de déchets dans la mangrove. Mais plus largement, ça ce serait une solution de court ou moyen terme, mais plus largement, effectivement, la ville est engagée dans une concertation avec la province, l'IRD, etc. Et il y a l'idée de bâtir ensemble avec la population un plan mangrove, dont les actions liées à la collecte des déchets et à l'oxygénation de la mangrove seront bâties collectivement. Merci. Vous voyez, les choses avancent. On est bon ? Eh bien, merci à tous et puis bonne soirée.